Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 stades du développement spirituel, du plus identifié à l'ego au moins identifié. Alors sachez que le moteur de fond, ce qui va vous donner la motivation, la capacité et le discernement pour explorer ces stades d'une manière de plus en plus intense, profonde et pertinente, à chaque fois en fait ça va être tout simplement la foi, la confiance, la confiance en vous, la confiance dans les autres et la confiance dans la vie, dans l'univers en général, et de ce qu'on pourrait appeler Dieu comme je le définissais dans la vidéo 0. Je dis bien que le moteur de cette exploration est la foi tout simplement parce que l'idée n'est pas d'aller monter, explorer, comprendre, percevoir plus, mieux, tout ce que vous voulez pour atteindre une forme de communion avec Dieu et trouver enfin la foi. Non, je pense que cette chose-là, la foi, c'est quelque chose que vous devez trouver au départ, au moins un peu, et c'est cette décision, plus ou moins consciente, qui va vous mener en fait vers cette exploration. Donc moi, j'ai l'impression que souvent les personnes qui parlent de spiritualité ont tendance à mettre les choses à l'envers. Il y a l'idée de tout un cheminement avec des efforts et tout à faire pour atteindre une espèce d'état où on aurait la confiance, la béatitude, tout ce qu'on veut. Donc moi je pense que il faut d'abord commencer par faire confiance et après les états viennent assez naturellement. Et ça évite un certain nombre de choses, ce qu'on pourrait appeler de la dark spiritualité, du demi-éveil, de l'ego spirituel, où des gens en fait, depuis un espace de peur qui est pas bien conscientisé, vont chercher à plus comprendre, plus explorer pour fuir tout ce qui est difficile dans leur vie incarnée. Il faut faire assez attention à ça et je pense que c'est quelque chose dont je vais reparler plusieurs fois sur ma chaîne. Alors déjà, on a un niveau qui n'est pas un niveau à proprement parler, que j'appellerais le niveau 0, c'est tout simplement le niveau égotique. Alors le niveau égotique, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau, en fait, tout simplement, on a une identité claire, une identité sociale, on sait qui on est, on a un métier, on a des amis, on a tout ce qu'on veut, en fait c'est la vie ordinaire, c'est comment on se présente au monde et comment est-ce qu'on se pense soi-même habituellement, quand on ne cherche pas spécialement à se comprendre plus profondément, à faire un travail sur soi, à faire de la métacognition. Donc ça correspond en fait au masque social, mais ça correspond aussi au masque personnel, au persona, à tout ce qui se joue en nous et dont on ne comprend pas les mécanismes profonds. Donc ça c'est l'ego, et on va dire que c'est l'état dans lequel la plupart des gens encore aujourd'hui se trouver. Ils n'ont même pas forcément conscience d'être dans un état qui est un état égotique, puisque pour eux, c'est simplement l'état normal. On pourrait dire que oui, l'état égotique, c'est l'état normal pour la plupart des gens. Même si en réalité, il n'a pas grand-chose de normal quand on commence à regarder un peu. Le premier vrai stade de développement spirituel, je dirais que c'est ce qui touche à l'inconscient. Donc l'inconscient au sens de la psychanalyse, mais aussi au sens de personnes qui évoquaient déjà ce genre d'idées avant. En fait, l'inconscient, c'est tout simplement toutes sortes de processus qui se passent en arrière-fond de votre pensée, en arrière-fond de votre esprit, en arrière-fond de votre psychologie, et en fait qui dirige votre vie, et qui peut avoir des conséquences assez fâcheuses sur votre existence, qui peut faire que vous allez avoir, je sais pas, des problèmes relationnels, faire des burn-out régulièrement, avoir des peurs, des anxiétés, toutes sortes de choses en fait, dont vous ne comprenez pas vraiment l'origine. Alors dans le monde égotique classique, avec les approches classiques, généralement, ce genre de problème se règle avec des protocoles assez standardisés, en tout cas dans le monde moderne, disons. Voilà, avec des pilules, des produits chimiques, des TCC, sans vraiment aller chercher ce qui se joue profondément derrière, ce qui se joue dans l'histoire familiale et tout. Et quand on va aller commencer à gratter dans certaines approches psychothérapiques, par exemple la psychanalyse, mais pas que, hein, moi je suis pas forcément un grand fan de la psychanalyse, mais il y a plein d'approches, les gestalt, toutes sortes de choses, qui visent quand même à faire un travail de fond avec le patient pour essayer de comprendre ce qui joue dans son histoire et tout. Quand on commence vraiment à rentrer dans cette démarche, à aller voir qu'est-ce qui fait que avec papa, maman, etc., il a pu se passer quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je rejoue des choses sans m'en rendre compte, qui font que j'ai des difficultés dans ma vie et ce genre de choses. Là, quand on commence à creuser là-dedans, on est en train d'explorer l'inconscient. Pendant ma présentation, je vais faire des liens entre ces niveaux et la spirale dynamique. Alors je fais tout de suite un erratum, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que a priori la plupart de ces niveaux peuvent être explorés à n'importe quel niveau de la spirale dynamique. En revanche, ce qu'il me semble, là où j'en suis dans mon exploration aujourd'hui, c'est que à certains niveaux de la spirale dynamique, si ces choses-là n'ont pas déjà été explorées avant et n'ont pas déjà été un peu appréhendées et comprises avant, vous allez vous retrouver en fait face à des formes
de plafonds de verre, des formes de murs. Et donc si vous voulez commencer à comprendre certains niveaux, ça va impliquer d'aller travailler ces aspects-là si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Donc potentiellement, des gens, depuis des millénaires, ont travaillé ces aspects-là, mais dans le développement mémétique à proprement parler, dans le développement des représentations du monde des êtres humains, ce sur quoi on peut mettre du sens, ce qu'on peut, décrire, cartographier d'une manière plus formelle. Si vous voulez aller de ce côté-là, ça va à mon avis impliquer de développer ces aspects-là. Donc pour moi, l'inconscient, un peu classiquement, archétypalement, c'est le niveau qu'on va aller explorer lors de la transition entre orange et vert. Éventuellement, parfois, ça peut se faire dès orange, dans certaines approches de développement personnel, où on va aller questionner les pensées limitantes et ce genre de choses qui font qu'on n'arrive pas à remplir ses objectifs. Assez souvent, c'est même pas fait. Mais en tout cas, voilà, on est sur du gros orange petit vert, gros vert petit orange. Généralement, on va se situer vers ce moment-là. Le moment où il y a vraiment une étape charnière où on doit commencer à aller explorer son inconscient et comprendre un peu ce qui se passe dans son inconscient pour être capable simplement de passer à la suite. Dans l'exploration spirituelle, on va généralement parler de l'ombre, en fait, à ce niveau-là. La découverte de son inconscient, en fait, c'est la découverte de son ombre. C'est en gros la découverte un peu de tous les tout ce qu'on a mis depuis des années, depuis quasiment toute notre vie, sous le tapis, qu'on a planqué dans les placards, fermé à double tour, jeté la clé et tout. Donc voilà, généralement c'est un moment qui est pas très agréable quand on découvre ça. C'est vraiment les tout débuts. Et ça donne pas très envie de continuer assez souvent, surtout quand c'est fait avec certaines approches un peu égotiques, un peu dark spiritualité, et on risque généralement de commencer par là, pas toujours, il y en a qui commencent bien, mais on connaît pas trop, donc on tombe un peu sur le premier truc qui nous parle un peu, et là, on va trouver, les spectres, les fantômes, les squelettes dans le placard, tout ça. Ça fait peur, c'est pas très ragoûtant. J'ai envie de parler vite fait de l'ombre. Ça fait depuis longtemps que je pense faire une grosse vidéo sur le sujet, mais juste, il est facile en fait de croire à ce stade que, en fait, tout ce qui serait dans l'inconscient de l'être humain, ce serait juste les pulsions, la violence, des trucs assez répugnants, assez pourris, des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Et donc en fait, il peut y avoir à ce stade une sorte de mouvement d'attrait-répulsion où on se dit d'un côté, j'ai quand même envie de voir qui est-ce que je suis profondément, y compris dans mes aspects violents, y compris dans mes aspects pervers, y compris là-dedans. Et en même temps, il y a quand même ce truc où, vu que c'est très désagréable, très dérangeant, et que ça donne pas une très bonne image de soi, inconsciemment, plus inconsciemment peut-être, il y a aussi quelque chose en nous qui fait qu'on n'a pas envie d'y aller complètement. Parce qu'en fait, quand on est encore à ce stade-là, à simplement commencer à explorer l'inconscient, on a encore un peu une vision où on dit, en quelque sorte, là il y a le bien, là il y a le mal, là il y a les aspects de moi qui me plaisent, là il y a les aspects de moi qui me plaisent pas. On n'a pas encore vraiment noué un dialogue avec notre inconscient, on n'a pas encore vraiment fait une intégration en fait des différentes parts de nous. Et donc, comment dire, c'est un peu comme si il y avait quelqu'un dans notre groupe, dans notre famille, dans notre tribu, qu'on avait passé toute notre vie à maltraiter, qu'on avait passé notre temps à se foutre de lui et tout, qu'on l'avait un peu exclu du groupe, qui vivait un peu à la marge, essayant de survivre comme il peut, en ayant l'habitude d'être le souffre-douleur de tout le monde, et puis le jour où on se dit mais peut-être que quand même on n'a pas très bien fait de l'exclure, peut-être qu'il faudrait lui retendre la main, essayer de le réinclure dans le groupe et tout, on est là, quand même, il a pas l'air très content, il a l'air assez énervé, en plus il a pas l'air en très bon état et tout, peut-être qu'on avait bien fait de l'exclure au final, il a pas l'air très sympathique et tout. Oui, c'est normal en fait, ce qu'on appelle l'ombre, c'est la partie de nous-mêmes sur laquelle on a tapé, et à force de taper dessus, ça a l'air moche. Mais en fait, quand on refait copain-copain avec, au bout d'un moment ça devient beaucoup moins moche que ça, et on découvre même que c'est peut-être potentiellement la partie la plus belle de notre personne en fait. Donc voilà, c'est pas mal de gens en fait sont déjà à ce stade, sont un peu coincés dans la lutte un peu avec leur ombre, encore dans quelque chose d'assez confrontant, et ils ont pas forcément passé ce stade de comprendre en fait que l'ombre c'est juste de la lumière qu'on n'a pas su valoriser quoi. Donc ça c'est juste le stade de l'inconscient. Alors après il y a un stade qui est plus avancé. Ce qui est amusant c'est que déjà dans pas mal de spiritualité, dans pas mal de discours sur l'exploration spirituelle, ce genre de choses,
Il y a pas mal de gens en fait qui vont vous présenter ce stade comme vraiment un des trucs les plus over the top, le must du must, le summum de la spiritualité de haut niveau. Moi je pense que non, c'est dans ma métrique c'est juste le deuxième niveau sur 7. Mais à ce stade-là, effectivement, il y a pas mal de personnes qui vont vous parler d'éveil, de non-dualité, de communion, de fusion avec Dieu, ce genre de choses. Moi c'est ce que j'appelle le stade de l'immanence. Et on est encore dans un stade qui est personnel. On va au-delà de l'ego, mais on est encore dans le soi, dans un soi plus élargi, disons. Donc le niveau de l'immanence, en fait, c'est un niveau, pour relier ça à la spirale dynamique, ça va être assez souvent touché par des gens qui sont déjà pas mal avancés dans le niveau vert, pas forcément au bout du bout, mais qui déjà ont bien pris leur place, ont bien fait un bon chemin. Et bien évidemment, c'est des choses qui ont pu être explorées dans d'autres niveaux, via d'autres pratiques, qui du coup sont codifiées différemment, mais en tout cas, c'est assez fréquent que quand on a un niveau vert bien avancé, et pour préparer une sortie vers le niveau jaune, c'est assez fréquent, disons, d'avoir bien pris conscience de ce truc-là. Simplement, en fait, quand on commence à tout déconstruire, à déconstruire toutes nos croyances, notre ego habituel, nos représentations du monde, et à revenir à soi, à revenir au présent, en fait, l'immanence, c'est un peu l'état qui est spécialement recherché via la méditation, via des techniques de contemplation, de présence, ce genre de choses. Encore que la contemplation, c'est plus quelque chose de mental dans certaines dénominations, mais voilà. Toutes ces pratiques-là, en fait, elles visent à toucher l'état de l'immanence, qui est un état simplement où tout se confond avec tout, où on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de frontière claire entre le soi et le reste du monde au niveau de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre perception, il y a notre perception de nous égotique, et il y a aussi la perception du reste du monde. En fait, dans l'état de l'immanence, on commence à réaliser qu'il n'y a pas de frontière claire entre ces deux types de perceptions. En fait, il n'y a qu'une seule grande perception unifiée qui comprend la perception de ce que j'identifie être moi et la perception de tout le reste. Et donc en fait, dans l'état de l'immanence, je réalise que le reste du monde est une sorte de projection de ma conscience et donc de moi. Et encore une fois, j'insiste, on est toujours dans un niveau personnel, on est toujours dans un niveau entre guillemets nombriliste. Et c'est là en fait que là il y a un autre piège. Le piège de l'état de l'inconscient, c'était de se faire terroriser par notre ombre et d'être en rejet de notre ombre et de flipper face à ce qu'on a trouvé, donc d'être un peu coincé là-dedans et éventuellement de refermer le truc et de se barrer et puis de retourner dans l'ego classique. Là le piège au niveau de l'immanence, c'est que simplement on peut rester perché, en fait, on a l'impression d'avoir trouvé une sorte de vérité ultime, ce qui d'une certaine manière est pas si faux que ça, hein, mais en tout cas, on se retrouve dans ce truc-là, on a l'impression qu'on a déchiré le voile et qu'on a vu ce qu'il y avait derrière la réalité usuelle. Et là, après, vu que notre conscience reste toujours connectée à la matière, reste toujours connectée au monde concret, et reste toujours d'une certaine manière connectée à notre ego usuel, et là, le risque en fait, c'est de se créer tout un rêve, tout un fantasme où on replonge dans notre ego usuel, mais avec une espèce de perception, vu qu'on fait un peu de la méditation, des pratiques, des trucs de recentrage, avec une espèce de perception que c'est quelque chose qui parle de plus haut, de plus loin, et puis voilà, là c'est un peu l'état archétypal des demi-éveillés, des gourous malsains, et des gens qui simplement arrivent pas à raccrocher les pieds sur terre. Éventuellement, on a certaines personnes qui sont aidées de certaines substances psychédéliques, éventuellement en surdosant, en faisant ça un peu n'importe comment, et là après ça peut être tout un travail en fait de les faire redescendre parce que ça donne en fait des états de déréalisation où en fait dès que t'essayes de faire redescendre la personne, elle a l'impression que c'est de la ramener dans la matrice. Donc bon, c'est pas forcément évident de rattraper le travail à ce stade-là, mais bon, c'est possible. L'intérêt de ce stade, c'est simplement qu'il nous permet de revenir dans une forme de présence, dans une forme de ressenti plus profond, et surtout en fait il va nous ouvrir au prochain niveau, qui est un niveau assez important et que j'ai réalisé assez récemment en réalité, peut-être il y a un peu plus d'un an et demi, par là, enfin je le réalise de plus en plus clairement maintenant, j'arrive bien à poser des mots dessus, mais avant c'était moins clair. Donc l'intérêt de l'immanence, c'est que ça va nous permettre en fait après d'explorer le prochain niveau que j'appelle le niveau méta-égotique.
Le niveau méta-égotique, donc c'est en fait le dernier niveau personnel, c'est le niveau en fait où on commence à se penser véritablement comme un ego multiple, un multi-ego. Et donc on va dire il y a le ou les égos qui frontent le plus souvent, si on utilisait un peu du vocabulaire qu'utilisent les gens qui ont un trouble dissociatif de l'identité. Et d'une certaine manière, en fait, on a tous un peu un trouble dissociatif de l'identité, même si ça se manifeste pas aussi fortement et aussi violemment que chez des personnes dont on considère qu'elles ont vraiment ce trouble-là, mais d'une certaine manière, on l'a tous un petit peu, et on pourrait dire qu'en fait, là où les personnalités, en fait, si on creuse bien, généralement il y en a plusieurs, hein, qui frontent habituellement, qui se manifestent habituellement, bah c'est notre ego habituel. Et en fait, dans l'état méta-égotique, au niveau méta-égotique, qui est pas forcément un état de perception, mais qui peut être simplement une attitude par rapport au monde, une façon de se comprendre soi-même, de comprendre le monde, de comprendre notre propre évolution, bah, au niveau de compréhension méta-égotique, voilà, appelons-le comme ça, et ben, on va faire un peu comme dans le film Everything Everywhere All at Once, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller explorer des versions alternatives de soi, et on va commencer à se demander qu'est-ce que je pourrais être, quelle autre personnalité, quel autre personnage je pourrais incarner. C'est toujours un niveau personnel, parce qu'on peut pas forcément incarner absolument n'importe quoi, hein. Notre personne a quand même des limites, mais c'est des limites qui sont tellement plus étendues, et qui tendent véritablement vers l'infini, c'est des limites qui sont tellement plus étendues que ce qu'on perçoit habituellement depuis notre ego, que ça peut être assez renversant. Dans l'ego habituel, la plupart des gens ont l'impression que les choses sont comme ça, que ça peut pas changer, qu'ils doivent faire ça parce qu'ils ont pas le choix, que dans la vie, je sais pas, c'est une lutte, ou alors il faut se conformer, ou il faut faire je sais pas quoi qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais en fait voilà, c'est comme ça, il faut être pragmatique, les choses sont ainsi et tout. Au niveau méta-égotique, en fait, on commence à réaliser que dans notre vie, on a tellement de liberté, et j'insiste, on a vraiment tellement de liberté qu'on on pourrait véritablement... Bon, il y a des choses qui peuvent paraître assez choquantes comme ça, mais justement, l'idée, c'est quand même d'avoir conscience que c'est possible. On pourrait plaquer notre femme, plaquer notre famille, changer de boulot, de devenir sans abri, partir à l'autre bout du monde avec quasiment rien. On pourrait devenir un criminel, on pourrait devenir, je sais pas, un leader inspirant, on pourrait partir dans l'associatif, on pourrait faire tout et n'importe quoi, je sais pas, on est un religieux, bah on pourrait aller au bordel pour découvrir, ou au contraire, parce que ne présentons pas que les choses négatives, on pourrait très bien, ou en tout cas les choses qui ont l'air un peu... On pourrait très bien, au contraire, mener une vie de débauche et puis là se dire d'un seul coup, ah bah je vais me convertir à une religion et puis je vais suivre tous les préceptes à la lettre et tout et je vais abandonner tout, l'alcool, la sexualité à outrance et tout, voilà. En fait, dans ce niveau de perception, on réalise pleinement en fait la nature de l'ego, on se rend compte que c'est juste un jeu de rôle, que c'est juste un personnage et que on a potentiellement la possibilité de devenir n'importe quoi d'autre. Bon, généralement, il y a des résistances égotiques, ça se fait pas forcément en claquant des doigts. Au bout d'un certain entraînement, c'est quand même plus facile. Mais en tout cas, c'est un potentiel qui est absolument disponible. Et là, on a vraiment bien conscience qu'il est disponible et on commence à développer des outils pour aller le conscientiser, l'explorer, tester des choses. En fait, c'est le moment un peu où on prend conscience de ce qu'implique réellement le principe de la loi de l'attraction. Dans le sens où je l'entends, j'ai un peu parlé de ça en privé sur mon Discord, je vais développer la question, mais en gros c'est simplement le fait que notre réalité est conditionnée par la narration, par l'histoire en fait qu'on se raconte. L'histoire qu'on se raconte sur le monde, l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Le piège à ce niveau, c'est d'être tellement, de se laisser tellement fasciner par cet univers, cet océan de possibilités qui s'ouvre à nous, qu'en fait on va avoir envie d'explorer un peu tout et n'importe quoi, ou alors on va pas savoir quoi explorer, on va être un peu comme face au rayon du grand magasin où il y a 30 milliards de marques et en fait on n'arrive pas à en choisir une seule parce qu'il y a trop de choix, on a toujours peur de faire le mauvais choix, ou alors le menu de restaurant, en fait il y a tellement de plats différents qu'on n'arrive pas à choisir lequel on veut. Et donc ouais, le risque en fait c'est de se laisser un peu fasciner par cet océan de possibles auquel on n'est pas du tout habitué, parce que dans l'ego habituel, bah on n'a pas le choix, on doit faire comme il faut, de toute façon, sinon voilà. Et bah du coup, il y a un risque de rester dans une posture soit pas trop engagé, soit engagé mais sans suivi, quoi. C'est-à-dire,
On va tester un truc, et puis pouf, on va faire un peu, et puis on va être là, ça me plaît pas trop au final, on essaie autre chose, on essaie autre chose, on essaie autre chose. Et voilà, il y a vraiment un risque de pas se placer volontairement dans un sillon et de poursuivre quelque chose un peu sur le long terme, quoi. Quitte à continuer à voir un peu ce qu'il y a à côté, quitte à affiner, voilà, mais en gardant une direction. C'est vraiment ça le risque du niveau méta-égotique, bah c'est de jamais vraiment réussir à trouver sa place, quoi. Le niveau méta-égotique, pour moi, ça correspond en fait à une transition entre vert et jaune. Et c'est vraiment dans cette transition que peut-être plus gros vert petit jaune en fait, quand ça commence vraiment à s'installer, peut-être que c'est un peu le point charnière, je dirais. Voilà, c'est vraiment le moment où on va commencer à jouer, essayer de se dire ces choses dont j'étais persuadé depuis le départ, et si en fait je décidais de croire autre chose et de voir ce qui se passe. Si je décidais de me faire une autre idée de ce que je suis, de me faire une autre idée du monde. Donc ça c'était le 3e niveau. Et on comprend un peu pourquoi le niveau de l'immanence est nécessaire pour passer à ça. Parce qu'en fait, le niveau de l'immanence, il nous permet de remonter à une sorte d'état global, une sorte d'état non identifié. Et depuis cet état non identifié, en fait, ça fait comme un embranchement, en fait, on part en fait un peu du niveau de l'ego de base, on monte dans l'immanence, et après on redescend, mais via des voies alternatives, comme ça. Ça fait un peu comme un arbre. Et comme ça, on peut passer dans une exploration méta-égotique. Donc ça, c'était le dernier niveau personnel. Après, il y a les niveaux transpersonnels. Pour moi, ça, j'associe plus à quelque chose qui va être nécessaire plutôt sur du gros jaune petit vert. Ça va être le niveau de l'inconscient collectif ou l'inconscient de groupe. Donc, le niveau de l'inconscient collectif de groupe, je sais pas comment on veut l'appeler, il y a différentes dénominations, c'est le moment, en fait, où on réalise que tout le travail qu'on a fait sur notre inconscient personnel, en allant voir ce qui se joue derrière nos représentations usuelles, derrière ce qu'on se raconte usuellement et tout, en fait ça se rejoue à l'échelle collective. Ça se rejoue au niveau de ce qu'on pourrait appeler les égrégores. Donc ça peut être notre famille, notre groupe d'amis, notre entreprise, éventuellement notre nation, mais là ça commence à être une échelle assez grande, donc bon ça reste valable, mais ça peut être un travail plus profond, disons. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on se rend compte qu'on est intégré à des groupes, à des structures égotiques en fait, parce que les groupes sont des sortes de structures égotiques qui fonctionnent un peu comme des esprits individuels. Hein. On est dans des structures égotiques comme ça qui nous dépassent et dans lesquelles on joue un rôle actif. Donc on n'est pas complètement innocent en fait dans ces structures-là. Le gros problème pour moi du niveau vert de la spirale dynamique, c'est que la plupart des gens n'ont aucune forme de perception du niveau de l'inconscient collectif, ou quand ils en ont une idée, à la limite ils le voient plus ou moins chez les gens qui ne font partie de leur groupe, ils le voient en fait dans les groupes qui sont extérieurs à leur sentiment d'appartenance. Ils vont dire, en fait comme beaucoup de gens, tel groupe, machin, ils sont tous comme ça, ils se rendent pas compte que truc et tout, les ceci, les machins, les bidules, les gauchias, les droitards, les cathos, les je sais pas quoi, voilà. Ça généralement, même au niveau purement égotique, on arrive très bien à nommer les groupes comme ça. Par contre, voir toutes les histoires qui se racontent dans notre propre groupe, tout l'inconscient qui se joue au niveau du groupe et tout, et commencer à réaliser ce que ça implique, et commencer à entrer dans une démarche thérapeutique au niveau du groupe, ça pour moi c'est quelque chose qui alors c'est pas que ça demande une conscience de niveau jaune, mais c'est qu'en tout cas, si ça n'a pas été travaillé avant, à cet endroit-là, pour moi vraiment spécifiquement sur du gros jaune petit vert, il y a le moment où il va vraiment falloir commencer à penser les relations interpersonnelles depuis le niveau système, quoi, depuis le niveau du groupe. Et notamment, c'est une des limites de la CNV, donc de la communication non violente telle qu'elle va être pratiquée au niveau vert, souvent, c'est que en fait, on est assez fort, on sait assez bien retourner à son affect, retourner à son ressenti, retourner dans son inconscient, et éventuellement même un peu plus loin, pour aller déconstruire un peu nos peurs, nos pensées limitantes et tout, qui nuit en fait à la relation avec l'autre et qui nuit à la rencontre avec l'autre. Donc ça, à l'échelle individuelle, on y arrive. Par contre, le problème, c'est qu'on est très fortement, voire totalement aveugle aux dimensions égotiques
et aux névroses à l'échelle de la relation. C'est-à-dire que si je suis en relation avec quelqu'un, que je fais de la CNV et tout, bah, je peux avoir des prises de conscience sur moi, autrui peut avoir des prises de conscience sur lui, on peut s'entraider, on peut se donner de l'empathie, ce genre de choses, mais non seulement ça se fait souvent en ignorant la dimension de nous deux, en fait, du système nous deux, voire du système du groupe plus large, mais surtout le risque, c'est que même ce genre de travail peut renforcer, en fait, la névrose collective. C'est-à-dire on va tellement, à force de travailler, réussir à se mettre bien, se mettre d'accord, faire entrer en relation nos relatifs, et on va réussir à créer une sorte de narrative global. En fait, plus on réussit à créer ce narratif global et à renforcer ce narratif global, plus il risque aussi de se rigidifier. Et donc en fait, finalement, d'avoir des prises de conscience sur soi pour être plus libre par rapport au monde en général, on va avoir des prises de conscience sur soi qui vont permettre d'être simplement mieux intégré au groupe et éventuellement en dépit du reste du monde. Ça, c'est un peu le gros souci, et c'est ce qui fait que énormément de collectifs alternatifs, d'éco-villages, de choses comme ça, ont tendance à exploser sur le long terme. On va être sur des gens qui sont un peu en fuite du reste du monde, qui se réunissent comme ça entre personnes un peu différentes, éveillées, entre guillemets, pour essayer de se donner de l'empathie aussi, pour se conforter dans leur narration, dans leur peur et tout, sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne en boucle, ça devient complètement consanguin, et en fait, l'ego du groupe commence à ne parler quasiment plus qu'à lui-même. Donc ça, c'est plus sur des formes de vers assez malsains, quoi. Et en fait, à un moment, il faut qu'il y ait des trucs qui circulent, il faut qu'il y ait des gens qui partent, des gens qui reviennent, même dans un collectif sain, hein. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la communication vers l'extérieur, il faut qu'il y ait de l'ouverture à d'autres visions du monde, à d'autres principes, y compris, même si ça a l'air moins sympa, parce que sinon, au bout d'un moment, le système pète un câble, et le système finit par rentrer en confrontation avec lui-même, il finit par se splitter, en fait, il y a des parts du système qui s'affrontent, et au niveau personnel, bah, ça crée simplement des conflits entre individus qui se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas exactement la même vision sur les choses que ce qu'ils pensaient, que voilà, qu'en fait ils supportent pas alors qu'ils croyaient qu'ils s'aimaient bien, etc., pour toutes sortes de raisons, et voilà, ça a ce genre de conséquences, et tout ça, c'est lié au manque de conscience du niveau de l'inconscient collectif, de l'inconscient de groupe. Et il peut y avoir un certain nombre de moyens, en fait, pour essayer de réaliser qu'est-ce qui se passe à l'échelle du système, à l'échelle du groupe, et éventuellement, quand un groupe d'individus ont conscience qu'il y a quelque chose qui se passe toujours au niveau du système, ils peuvent faire une forme de travail pour aller interroger le système, justement. Et d'une certaine manière, c'est pas très différent en fait du travail personnel sur l'inconscient, mais simplement à l'échelle collective. Le cinquième niveau, deuxième niveau transpersonnel et cinquième niveau de l'exploration spirituelle, ça va être le niveau des invariants ontologiques, ou des invariants structurels. C'est le même principe que les invariants ontologiques que j'ai abordés dans mes vidéos sur la trialectique. Là, on commence à être dans un jaune pas mal avancé. En tout cas, dans un jaune pas mal avancé, ça commence à être important de maîtriser ces aspects-là. Donc on va être sur des approches qui sont plutôt intellectuelles, mais pas forcément seulement. Il y a aussi une forme de ressenti, de perception plus fine des choses à avoir. Et c'est le niveau qui va relier un peu aux grands symboles de l'exploration spirituelle au sens classique, le yin et le yang, la trinité chrétienne, les éléments de différentes spiritualités et tout. Il y a plein de cartographies, je les connais pas forcément toutes, enfin, il y en a tellement. Là, c'est le niveau un peu où on va essayer de retrouver les invariants qui structurent l'existence en général. C'est-à-dire que dès qu'il y a existence, dès qu'il y a conscience, dès qu'il y a expérience dans le monde, en fait, on va retrouver ces invariants, et ils sont tellement là tout le temps, qu'habituellement, on n'a même pas conscience qu'ils sont là. C'est une sorte de principe plus large, de principe plus général qui sous-tend toute la réalité. Et en fait, quand on commence à prendre conscience de ces invariants, à être capable de les repérer, de les retrouver dans un maximum de structures, et ben du coup, on devient capable en quelque sorte de régénérer les systèmes, de régénérer un peu notre vie, notre rapport à soi, en retrouvant en quelque sorte qu'est-ce qui dans ce qu'on observe
ça se croit, c'est plutôt une croyance, hein, parce qu'on n'est jamais réellement décalé, on n'est jamais réellement en dehors en fait des lois naturelles plus profondes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui essaie de se construire en opposition ou en rejet de ces principes plus fondamentaux. Et quand on réalise quels sont ces principes plus fondamentaux, qu'on en identifie un certain nombre, et qu'on est capable effectivement de les désigner avec une certaine pertinence, et bah du coup, on va être là, ah bah tiens, dans cette structure, dans ce système, dans cet inconscient collectif, dans cet inconscient de groupe, il y a cette dimension de l'existence qui est mal compris, rejeté, contre lequel on est en lutte, contre lequel on est en combat, et donc bah ça fait qu'il y a plein d'énergie qui est balancée dans le vent pour rien. De toute façon, bah les invariants, le principe des invariants, c'est qu'ils s'imposent toujours à la fin. Donc tout ce truc contre lequel on essaie de se battre, bah, il va finir par se réimposer à nous malgré nous. Et donc là, on peut faire du travail d'intégration, de réorganisation systémique, de réorganisation structurelle, avec des collectifs, des entreprises, des groupes humains, des thérapies familiales, toutes sortes de choses, où bah, on va essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, en se basant sur la métastructure générale. Et alors là, on va toucher aux deux derniers niveaux. Alors, le tout dernier niveau, la particularité, c'est que pour moi, c'est le niveau le plus englobant, mais c'est un niveau qui potentiellement agit en toile de fond depuis le départ. Donc d'une certaine manière, si on a fait tout ce cheminement, si on a eu toutes ces prises de conscience et tout, si on a fait toute cette exploration, c'est que déjà on y était ne serait-ce qu'un petit peu connecté. C'est là où pour moi en fait le haut reboucle avec le bas, c'est-à-dire que je considère que la foi est le moteur de base, mais c'est aussi le principe fondamental qu'on va trouver jusqu'au bout. Je vais en parler. Mais oui, donc c'est effectivement, d'une certaine manière, ça se trouve tout en haut, mais ça se trouve tout en haut parce que tout en bas, on a déjà senti le truc et on a été le chercher, quoi. Donc avant ce niveau-là, le 6e niveau transpersonnel, donc 3e niveau transpersonnel et 6e niveau général, c'est l'inconscient global. Alors ça, je peux pas forcément en dire grand-chose, mais il semble y avoir un certain nombre de personnes qui parlent de ça. On est probablement sur de la transition jaune-turquoise au moment où ça commence à devenir vraiment important, voire un turquoise déjà pas trop mal intégré. Et je dirais que c'est le moment en fait où on va être capable de faire le même travail qu'on a fait pour l'inconscient de groupe et pour l'inconscient individuel, sauf que là ça va être carrément à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, peut-être à l'échelle du monde vivant en général. Alors je saurais pas trop dire jusqu'où c'est supposé s'arrêter, mais en tout cas il y a vraiment l'idée qu'il y a un truc qui se joue au niveau global, au moins à l'échelle de l'humanité, quoi, minimum. Et je pense qu'on peut relier ça notamment aux archétypes de Jung, qui est pas un aspect que j'ai trop creusé, mais il y a des gens qui m'en parlent régulièrement, donc il faudrait que je lui plonge à un moment. Mais en gros, c'est un peu l'idée qu'il y a des sortes de personas que les êtres humains, et peut-être même les animaux, peut-être même des entités non humaines aussi, ont tendance à incarner. Et en gros, si nous on joue pas un rôle, bah une autre personne va prendre ce rôle à notre place. Et d'une certaine manière, ça peut être intéressant en fait de comprendre quels sont tous les rôles qu'on est amené à incarner, et que tout le monde visiblement est amené à incarner, peu importe la culture, peu importe l'endroit. L'intérêt, c'est de simplement d'être capable de jouer avec et de voir un peu avec quel type de rôle on est en train de parler, sur quel type de rôle on est en train d'agir, et à quoi ça correspond dans le grand scénario global, quoi. Bon, je peux pas en dire grand chose de plus. Peut-être que un jour, je dirai plus de choses sur la question, j'approfondirai plus la question. En tout cas, c'est des choses dont un certain nombre de personnes ont l'air de parler, et je pense que potentiellement, c'est des choses sur lesquelles il est possible de travailler. Donc là, oui, on est vraiment dans une vision qui se veut très très globale sur un peu le grand scénario général, quoi. Alors donc, le 7e niveau, et 7e niveau que d'une certaine manière, on peut un peu aller chercher tout le temps, du coup. Donc on est vraiment sur le plus large du plus large, le transpersonnel, le plus transpersonnel qu'on puisse imaginer. Bah ça, c'est le niveau de la transcendance. Et en fait, en gros, c'est le moment où on lâche complètement et on réalise que, quoi qu'on fasse, en fait, on ne pourra pas véritablement appréhender, comprendre les choses, comprendre la structure globale depuis notre petit point de vue incarné, depuis notre petit point de vue être humain, ou même depuis des états un peu plus éveillés, un peu plus conscients, un peu plus élargis et tout, que fondamentalement, quoi qu'on fasse, en fait, on est confronté à une forme d'infini qui nous dépassera toujours, et que en fait,
même si on progresse de plus en plus vers l'infini, c'est pas parce qu'on fait plus 1000, plus 1 million, plus 1 milliard qu'on s'est rapproché d'un iota de l'infini en proportion, hein. D'un point de vue mathématique, on se rapproche jamais de l'infini. En fait, là, oui, c'est le moment où on réalise que d'une certaine manière, il faut se laisser guider. Et pour moi, je dirais que là, on rentre vraiment dans des principes turquoise assez profonds. Il faut vraiment se laisser guider, et en fait, mais sans doute même au-delà, hein, ça transcende peut-être même ce niveau-là. En fait, on en appelle à une forme de guidance, et on essaye de rechercher des signes, de rechercher des impressions, de rechercher des sensations, qui vont nous permettre, en fait, en quelque sorte, de nous repérer depuis notre expérience incarnée. Et pour moi, ça c'est vraiment le stade spirituel qu'encore une fois, on peut déjà sentir un peu à divers degrés à n'importe quelle étape, hein. C'est vraiment ça, en fait, qui va nécessiter l'ouverture du cœur, une forme de foi profonde, de lâcher prise, et de laisser aller, et de confiance, tout simplement. Et on pourrait dire que c'est un stade où il y a plus forcément trop de différence entre l'illusion et la réalité, c'est-à-dire que d'une certaine manière, par exemple, si je cherche des signes, des synchronicités, des trucs qui me disent « Ah tiens, c'est curieux que les choses soient passées comme ça et tout, ça paraît assez improbable », peut-être que d'une manière, des explications, des approches psychologiques peuvent dire oui, c'est parce qu'en fait, on fait spécifiquement attention à ça. Je sais pas, par exemple, quand on vient d'avoir un enfant, quand on attend un enfant, on voit des poussées de partout, alors qu'avant on n'en voyait pas, c'est parce qu'on fait plus attention. Mais à un certain endroit, en fait, c'est plus très important, parce que, justement, si on fait attention à certains signes, ça raconte quelque chose aussi. Si on se raconte une histoire, c'est que ça a une fonction plus globale. Enfin, voilà, en fait, mais en gros, c'est simplement lâcher les ballons, se laisser aller, entrer en confiance avec le monde, et comprendre que de toute façon, c'est un peu d'une certaine manière, alors ça peut être mal compris souvent comme d'habitude, mais c'est un peu d'une certaine manière véritablement lâcher l'ego, dans le sens de quels que soient tous les efforts que je vais faire pour comprendre, pour réaliser, pour tout ce qu'on veut, à un endroit, il y aura toujours quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui me ramènera vers une forme de modestie, et qui d'une certaine manière me poussera à toujours chercher une forme de progression, mais sans me faire dépendre de la progression. C'est-à-dire que le but de l'expérience incarnée, oui, j'ose dire le but, parce que je pense que j'ai envie de sortir un peu du relativisme et de la déconstruction là-dessus, et dire que ça semble être un principe plus profond. Le but, d'une certaine manière, de l'existence, c'est de progresser, de réaliser un certain nombre de choses, de se libérer d'un certain nombre de tensions, de s'ouvrir à des nouvelles choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Enfin, en tout cas, il y a une forme de pulsion de vie. C'est pas forcément une recherche de progrès au sens orange, mais il y a une pulsion de vie qui, qu'on le veuille ou non, continue à nous pousser vers quelque chose, mais vu qu'on marche vers l'infini, du coup on n'arrivera jamais à la fin, et en fait tant mieux, parce que d'une certaine manière, arriver à la fin, ce sera arriver à la mort. Et alors oui, il y a évidemment la mort physique, mais après, si on regarde les choses à l'échelle transpersonnelle, il y a des choses qui survivent après notre mort, quoi. Et je parle pas forcément d'une âme ou ce genre de choses, hein, je parle simplement des autres êtres humains, du reste de la vie et tout. Mais oui, d'une certaine manière, on va toujours cheminer, toujours progresser, et c'est l'intérêt même de la chose, en fait, c'est cette marche perpétuelle. Certains font le rapprochement avec le mythe de Sisyphe, qui pousse son rocher à chaque fois, et le rocher roule vers le bas, et il le remonte continuellement, et il trouve son bonheur dans le fait de poursuivre ce chemin-là, à ceci près que moi je pense que le rocher ne roule pas tout en bas forcément à chaque fois. Je pense qu'on peut continuer, progresser avec le rocher, à continuer à monter, en quelque sorte. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à un moment, on réalise que le bonheur est à trouver dans le cheminement, et c'est pas parce qu'en fait on essaye d'avancer que ça veut dire que le bonheur se trouvera quand on aura passé un certain palier. La progression est le bonheur en lui-même. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents niveaux de l'exploration spirituelle selon moi.
Il y a certaines choses qui m'ont été inspirées de différents trucs que j'ai trouvés à droite à gauche, il y a certaines choses qui sont plus des façons que moi j'ai eu de cartographier des prises de conscience que j'ai eues, et comment il me semble que ça s'est passé pour différents types de personnes, parce que j'ai quand même l'impression que pas mal de gens, en fait, passent un peu par ces différents stades, ces différents états, ces différentes prises de conscience, et il y a une forme de, au moins d'intersubjectivité qui se fait entre les gens, quoi, à ce niveau-là. Et bah c'est tout le genre de choses que je travaille, que je peux amener des gens à travailler aussi, que je perçois avec de plus en plus de clarté, et donc plus je perçois ces choses-là avec de clarté, plus je peux accompagner des gens dans le fait de les percevoir aussi. Et bah l'intérêt de tout ça, c'est que ça fait que globalement quand même ça donne une vie où les choses se font avec beaucoup moins de tension, avec beaucoup plus d'une forme de simplicité aussi, mine de rien. Euh, les gens avec lesquels on interagit sont beaucoup moins en résistance avec nous, les systèmes sur lesquels on interagit sont beaucoup moins en résistance avec nous. Et d'ailleurs, un bon moyen pour savoir si on est vraiment en train d'explorer, de comprendre et d'agir sur ce niveau-là ou pas, bah, c'est simplement en fait le retour de l'extérieur, c'est-à-dire que si plus on essaye d'agir sur ces niveaux-là, plus on fait face à de la résistance, de l'incompréhension, du rejet, des tensions, de la difficulté personnelle pour réussir à progresser, à s'adapter, à comprendre et tout. En fait, plus c'est compliqué, pénible, pas satisfaisant et tout, ce qui implique de pas trop le rationaliser, bien sûr, hein, d'être assez suffisamment, ça implique d'être suffisamment honnête avec soi-même, hein. Mais en fait, si vraiment ça résiste, c'est probablement qu'on est dans une forme d'ego spirituel, qu'on se raconte un truc et qu'on n'est pas vraiment là-dedans, parce que bah pour moi, je suis désolé, mais en fait, le principe de ces explorations-là, c'est que quand c'est bien intégré, quand c'est bien clair et tout, ça se fait dans une forme de fluidité, de trucs naturels et tout, de bien-être, même de joie, d'exaltation en fait, vraiment quelque chose de spontané, quelque chose qui donne envie. Et s'il y a vraiment un effet Burke, bon, il peut y avoir un effet Burke au début, hein, c'est comme je l'ai dit, hein, voilà, quand on découvre l'ombre, c'est pas très sympathique. Quand on découvre, oui, aussi l'inconscient groupe et tout, c'est pas forcément très sympathique. Mais si à long terme, en tout cas, ça coince et ça coince de plus en plus et tout, il y a un truc qui vraiment est pas confortable et tout, et qu'il n'y a pas une forme de relâchement qui se fait, quoi. C'est que bah on n'est pas au bon endroit, et donc là, bah, dans ce cas-là, il faut en prendre conscience, un peu lâcher du lest, un peu peut-être revenir à des choses plus essentielles, plus directes, plus incarnées peut-être, et voilà, et puis peut-être au bout d'un moment faire un bilan, trouver d'autres types d'accompagnement, trouver d'autres choses et tout. Mais voilà, c'est simplement que bah on n'est pas dans la bonne direction, on n'est pas au bon endroit, quoi. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être permis de comprendre un peu ce qui se joue là où vous en êtes, peut-être que ça vous aura donné des clés. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me laisser un pouce en l'air pour le référencement, ça aide. Dans les commentaires, vous pouvez retrouver mes deux communautés, le refuge des désenchantés, qui est plus pour le soutien psychologique pour les gens en fait qui ont un peu du mal à trouver leur place dans le monde et qui sont un peu désabusés de la société, qui peut-être sont un peu dans des formes de cynisme et tout. Voilà, et sinon, bah, il y a le Discord Metadoxa, qui est plus pour les questionnements sur les concepts que j'aborde plus dans la série Systémie de l'Esprit, et pour s'informer sur l'organisation des séminaires, et tout ce qui est bah, la partie vraiment travail intellectuel, exploration intellectuelle, et aussi auteur, etc. Merci, et salut!